lundi 21 octobre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le Grand Prix des États-Unis qui avait lieu au cours du week-end sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas. Et on débute sans plus tarder avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Salut Martin, comment ça va toi? Moi ça va super bien. Ben, ça va super. On a eu un week-end occupé. Les week-ends sprint, on commence à être de plus en plus habitués à les vivre. Ça prend énormément Mhm. de temps. Mais lorsqu'on a des résultats, puis on a du spectacle en piste, normalement, ça passe beaucoup mieux, là. Ouais. On se sent un peu moins mal d'avoir tout libéré cet espace-là dans notre week-end Mhm. pour profiter de notre passion, là, du sport automobile. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas toujours tous des plus gros fans là, des courses sprint, là. Des fois, on en a des très bonnes, des fois, on en a des assez ordinaires, là, pour bien dire. Là. Donc, c'est ça. Mais on a quand même eu une bonne. Faut dire, quand ils sont bons, puis celui-là, il a été bon. Ouais, ben c'est ça, tu me lances dans le vif du sujet de la journée de samedi. Je dirais que la pièce de résistance, bien sûr, c'est la qualification à la fin de la journée. Si on aime toujours Mhm. voir ça, moi je suis un grand amateur du format Q1, Q2, Q3. Je trouve qu'on a un bon Mhm. spectacle. Ça nous donne un spectacle différent qu'une course. Puis là, on a le petit Bonnie là, le matin en débutant c'était en début d'après-midi qu'on avait ça. Là, on avait la course sprint. Moi, Austin, là, Mhm. j'avais mes appréhensions avant que ça commence. Là, je t'en avais déjà parlé quand que je l'ai Mhm. revu apparaître au calendrier au début de la saison, de voir qu'on s'essayait à nouveau avec une course sprint à Austin. J'étais un peu déçu. Pourquoi j'étais déçu de ça? Ben, c'est parce que c'est une place où on doit énormément travailler sur l'usure des gommes. On doit protéger nos pneus. Il y a énormément de stratégies d'économie. Donc, ce que j'avais trouvé, c'est que l'année dernière, après seulement quelques tours, tout le monde avait commencé à protéger leurs pneus, puis ça avait donné une course un peu terne de ce côté-là. Mais je suis forcé d'admettre que le fait qu'on a remis l'étude de cette saison en retournant là-bas avec la formule sprint, je pense qu'on s'est peut-être rendu compte que des fois, c'est pas nécessairement une journée ou un après-midi qui peut décider si c'est un bon circuit pour des sprints ou pas. Parce que j'ai trouvé ça meilleur. Je sais pas pour de ton côté là, de ce qu'on a eu samedi. Là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment bon aussi. Il ne faut pas oublier que la piste a été resurfacée également. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé, là, notamment là, dans l'épreuve sprint. Et moi, je te dirais que j'ai vraiment adoré. Ça a été un des très bons sprints là, que j'ai vus là, au courant des dernières années. Puis que ça va y avoir fait du bien de gagner, Max Verstappen. Ben, une belle performance, je pense, dans l'ensemble. Ouais. Aller jusque-là, vendredi, il arrive, on a énormément d'améliorations sur la voiture. C'était le cas pour pratiquement tous les écuries, à part Williams et Ferrari, qui apportaient rien pour le week-end. Puis de voir Verstappen Mhm. un peu comme il nous l'a habitué d'être le plus rapide du troupeau, là, à être capable de trouver ses bons ajustements, c'est quoi les réglages, bâtir son week-end là-dessus, se présenter dans la sprint shootout, être le plus rapide à Austin, un circuit qu'il connaît bien, il avait Mhm. gagné les trois dernières épreuves, puis là on arrive dans la course sprint, puis là il nous donne tout un spectacle encore, je pense que il a su exactement comment utiliser ses gommes pour être capable de survivre ces 19 tours-là et puis saisir une autre victoire en course sprint. Là. Ouais, c'est ça, c'est sa 11e victoire en course sprint, sans avoir trop été inquiété là, durant la course. Il a quand même assez bien géré sa première place devant Sainz, qui a été fumant, notamment Ah oui. dans sa bataille avec Leclerc. Oui, oui, ça a été une super belle bataille. Je pense que Fred Vasseur, pour le peu de cheveux qui reste sur sa tête, il a eu peur d'en perdre un peu plus. Mais ça a été propre. Ça a été propre. Donc, bravo là-dessus. Sainz a été vraiment très, très bon et qui a poussé Norris à faire une erreur au premier virage. Ça a été coûteux pour Norris d'avoir la pression là, des deux Ferrari en arrière. Puis il en a profité pour le dépasser pour la deuxième place. Et c'est ça. Donc, Norris troisième qui a perdu 2 points sur Verstappen à ce moment-là au championnat des pilotes. Il n'y a pas de titre qui est mis en jeu. Là. On ne permet pas aux gens de voter pour le pilote Mhm. de la journée Mhm. lors d'une course sprint, mais sans aucun doute que ça aurait été Carlos Sainz qui aurait reçu l'honneur
des Mhm. partisans. Du moins, moi, il y avait mon vote. Je vois qu'il y avait le tien aussi. Carlos Sainz, Mhm. c'était toute une journée pour lui. Oui, dans la course en tant que telle, dans cette mini-course-là qu'on a, il y a eu un moment où ce que on a eu l'impression un peu là, que Lando Norris, après avoir pris tous les risques qu'il pouvait prendre, il a voulu, dès le premier virage, saisir ses adversaires, donc dépasser sur le Mhm. même coup Charles Leclerc et George Russell. Ensuite, après ça, quand il allait vers Verstappen, on a cru peut-être qu'il allait avoir cet avantage-là. Là. Il s'est rapproché, il a gardé le DRS pendant un certain moment. As-tu été surpris? As-tu vu ça comme un transfert de pouvoir pour quelque chose qui augure bien pour la compétition d'ici la fin de la saison? Là, je te parle bien en date de samedi, quand tu as vu de la manière que Lando Norris a eu de la difficulté à peut-être une fois qu'il avait brisé le DRS, puis aller chercher cette 4 dixièmes-là de plus supplémentaire pour dépasser Verstappen. Ben, écoute, ce que j'ai remarqué, Martin, c'est que la Red Bull était très performante, était très véloce dans le premier secteur. Dans les fameux S, là, la Red Bull arrivait souvent à s'échapper de la McLaren, puis ça, on l'a vu également au courant de l'épreuve là, de la course principale. Mais c'est ça que j'ai remarqué, c'est que Norris cherchait à se rapprocher et tout, mais on dirait que Verstappen avait toujours un mot. Il y avait toujours un mot supplémentaire à dire. Non, 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 tu vas rester en arrière, puis il a réussi à bien maîtriser. Norris a pu faire le maximum qu'il pouvait et tout. Et à un moment donné, il s'est peut-être rendu compte que Verstappen ne serait pas rattrapable là, à ce moment-là. Oui, puis après ça, on a même vu que cette bagarre-là, qui a peut-être duré plus longtemps qu'on s'en attendait, autant du côté de Norris que du côté de McLaren. Je pense qu'à ce moment-là, il a peut-être un peu trop brûlé ses pneus, puis c'est ce qu'on a vu à la Mhm. fin, là. Les Ferrari qui étaient beaucoup plus habiles depuis quelques Grands Prix, nous ont habitués, là, qui ont vraiment mis derrière eux ce trouble-là qui a duré plusieurs saisons, où on n'était pas capable de conserver nos gommes pour être compétitifs sur une longue période de temps. Les Ferrari nous ont habitués à tout le contraire, là, depuis, on pourrait dire, au Grand Prix de Monza, là, qu'on en a vu une belle démonstration quand Charles Leclerc avait fait seulement un arrêt, là, puis avait décidé de rester en piste pour arriver devant les McLaren. Mais là, on voyait que dans la course sprint, c'est eux qui prenaient le momentum. Puis le fait que Lando Norris n'a pas trop pensé à ça, à garder des gommes pour la fin, ben là, il s'est retrouvé en déficit contre deux Ferrari qui avaient très, très faim là, dans leur voiture. Et en plus, eux, ils n'avaient absolument rien ménagé de leurs pneus parce que il s'était livré une bagarre depuis le début, depuis que les rouges étaient éteints. Oui, exactement, c'est ça. Puis en plus, Ferrari n'apportait pas d'évolution. C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est de Ben voir oui. le niveau de performance qu'affichait la Scuderia à Austin. C'était vraiment super à voir. Ça va faire du bien au moral des troupes et on s'est rapproché là, tranquillement, pas vite. Là, c'est sûr que dans la course sprint, ben, là, Verstappen a pris le premier rang, mais Ferrari en embuscade, c'est bon. On prend des points. Est-ce qu'on va être capable de rattraper Red Bull d'ici la fin de la saison? On verra, c'est pas gagné, mais ils sont pas tellement loin non plus. Donc, il y a toujours matière à aller chercher plus de points ici et là, à grappiller le plus de points possible, surtout quand Sergio Perez n'est pas là encore dans le top 4 là, pour jouer les troubles fêtes. Mais parlons-en là, du top pour la course sprint. Bien sûr, les Mhm. 8 premières voitures accumulent des points, autant au niveau pilote que constructeur. On a Verstappen qui termine premier. Il termine devant Carlos Sainz, qui lui, devant Norris. En est fallu de peu là, pour que Charles Leclerc réussisse aussi à l'avoir en fin d'épreuve. Là. Il en manquait pas gros. Il n'aurait pas fallu que cette épreuve-là ait un tour de plus là, ce matin-là, parce qu'on aurait eu un résultat bien différent, j'ai l'impression, du côté de Lando Norris. Ensuite, dans le classement, bien, Russell arrive cinquième, sixième pour Hamilton, septième pour Magnussen. Ça, c'est des points très bien récoltés là, pour l'écurie Haas. En plus, Magnussen qui termine devant Hülkenberg. Et l'autre voiture, là, la dernière à compléter ces 8 pilotes-là qui marquent des points, mais c'est Hülkenberg aussi avec l'autre Haas. Et là, on t'en parlait de Perez, ça m'emmène là. On arrive il rate sa sprint shootout le vendredi après-midi. On Mhm. arrive en course, on se dit, bah, il s'élance 11e. C'est quoi son travail? C'est de au moins remonter à la 8e place puis d'aller chercher peut-être un point pour l'écurie. Mais il arrive même pas à faire ça, là. Il termine 9e à la porte des points. As-tu été déçu de ça? Toi, t'attendais-tu au moins à le voir retrouver le groupe euh, le groupe des 8 premiers au moins, là? Ouais, ben, au moins aller dans les points. Ouais, Au c'est moins, ça. sinon, ça a été de dépasser les Haas. Mais c'est pas du tout ça, là. C'est neuvième. Puis je regarde, termine à presque 3 secondes là, de Hülkenberg. Là.
C'est assez compliqué là, pour Perez. Puis Helmut Marko, Christian Horner commence à avoir la patience beaucoup moins aiguisée là, dans le cas de Perez, là, parce que il y en a un jeune en arrière du côté de RB qui commence à pousser. Là, puis on ne se demandera pas c'est qui, Liam Lawson pour ne pas le nommer, mais à voir les résultats que Perez a eu durant cette course sprint-là, ça l'aide pas son cas, disons. Puis un qui veut pas se faire oublier dans cette bagarre-là, tu parles de Liam Lawson, mais c'est Yuki Tsunoda qui nous a Oui. rappelé, qui a sorti les griffes au grand, au grand public, là, puis qui a montré, là, écoutez, là, moi, là, peut-être que vous parlez pas assez de moi, mais il a livré toute une bagarre à Sergio Perez, qui est Mhm. probablement la raison pourquoi Perez n'a pas pu remonter dans des points. Il a terminé à 3 secondes des As. Il a perdu énormément de temps en se battant avec la petite sœur, là, c'est-à-dire la Mhm. Racing Bulls de Yuki Tsunoda. T'as pensé quoi un peu de ça? T'as-tu trouvé que c'était une belle façon pour Yuki de montrer qu'il est là, puis que même si on le mentionne pas chez Red Bull et qu'on le considère pratiquement pas pour Mhm. être un remplaçant à Perez, il a voulu passer un petit message là, un peu à tout le monde avec ça. Ben, c'est sûr qu'il doit se prouver, il doit se montrer parce que Tsunoda est pratiquement jamais mentionné. On parle de Lawson, on a parlé de Ricardo avant qu'il soit plus là. Bon, là, il y a toujours le prolongement de Perez, mais on ne parle pas de Tsunoda. Par contre, quand Tsunoda est dans un bon jour, ça reste un pilote qui est assez incisif, c'est un pilote qui est assez intéressant à voir. Et là, avec sa bagarre avec Perez, tu l'as mentionné, Martin, mais moi, je trouve ça intéressant à voir de dire hey, hey, allô, je suis là, je suis capable de faire mon bout de chemin moi aussi et tout. Donc, je suis capable d'être agressif, je suis capable d'être posé et c'est pas toujours le cas, il faut le dire avec Tsunoda, là, mais quand il est là, quand il est dans un bon jour, c'est un pilote qui est le fun à voir. Puis moi, je l'apprécie, Yuki Tsunoda, je commence à l'apprécier de plus en plus. Ouais, je pense que Red Bull ont plus le luxe de le regarder d'aussi haut qu'on faisait puis il y a peut-être Mhm. de ça quelques mois, ou même quelques semaines. Je pense qu'on va commencer à le prendre comme un sérieux candidat Mhm. parce que c'est bien beau. Sergio Perez, on le sait, là, c'est terminé, il ne nous en montrera pas plus que ça. Mhm. Qu'on décide de le garder, ça a été notre grosse surprise. Si on l'avait pas vu venir, on pensait que c'était la fin depuis longtemps. On dirait que le gars, il a 9 vies, là. Euh, on sait que c'est pas le futur. Sauf que le futur, on regarde du côté de Liam Lawson, on va en venir un peu plus tard, là, ça a été encourageant dans l'ensemble. Tout ça, c'est une belle fin de semaine. L'échantillon est encore petit, mais c'est quand on va l'emmener à le comparer à un gars comme Max Verstappen, je trouve qu'il est jeune encore et c'est beaucoup lui en mettre sur les épaules de penser que c'est peut-être la seule option qui nous reste. Donc, de regarder ou de considérer aussi Yuki Tsunoda, je trouve que d'un côté, ça enlève de la pression sur Liam Lawson, puis ça nous donne du temps. On achète du temps chez Red Bull pour dire, même si, entre parenthèses, on le scrape, là, c'est pas peut-être pas la meilleure chose, mais même si on le Mhm. scrape, Yuki Tsunoda, on dirait que c'est moins grave pour la famille Red Bull de dire, bah, même si on le sacrifie un peu. De toute façon, il est rendu là, fait que c'est pas trop un sacrifice de lui en donner plus. Le gars, à un Mhm. moment donné, s'il est pas prêt là, il sera jamais, là. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est en F1, qu'il est dans l'écurie d'école. Donc, sais, moi, je trouve qu'on devrait plus. On a tout en notre avantage pour mieux prendre en considération Yuki Tsunoda, même si c'est loin d'être mon favori. Je l'ai surnommé amicalement le cascadeur à plusieurs Mhm. reprises parce que je trouve que c'est un gars dangereux, c'est un gars qui prend beaucoup de risques. C'est un gars aussi qui a une tête folle. Sauf que bah, on s'est mis dans cette situation-là du côté de Red Bull. Fait qu'on n'a comme pas le choix de prendre en considération tout ce qu'on a sous la main là, pour remplacer Perez. Euh, Ceci étant dit, on parle là, des coéquipiers. Ben, du côté de Piastri aussi, ça a été, même si on peut pas y reprocher grand-chose, là, parce que il livre plus que la marchandise qu'on lui demandait là, pour un pilote en deuxième saison. Mais 10e en course sprint, as-tu été surpris? T'attendais-tu à le voir remonter plus que ça, lui, de son côté? Je m'attendais à une remontée, mais à un moment donné, Manque de temps. ouais, c'est ça, le temps aussi jouait contre lui. Donc, au moins qu'il ait réussi à remonter 10e, c'est déjà ça. Non, il n'y a pas de point, mais écoute, en toute somme, c'est quand même correct. En fait, il fallait peut-être pas s'attendre à un gros résultat de la part de Piastri du fait qu'il partait quand même assez loin. Le reste, on va les nommer, mais on sait, là, on marque pas de points là, Mhm. à partir des 9, 10, 11e, là, c'est ceux qui finissent à la porte. Ensuite, on a Franco Colapinto, lui, il faut le nommer, bien sûr. On Mhm. a Lance Stroll, 13e. On a Pierre Gasly, 14e, 15e pour Ocon. Liam Lawson, 16e, 17e pour Alex Albon, 18e pour Fernando Alonso, 19e pour Guan Yu Zhou et 20e pour Valtteri Bottas, qui lui, de son côté, là, bah, Bottas,
n'y a pas vraiment de chance dans cette journée-là. On a même pas pris on a même pas vraiment voulu aller jusqu'au bout dans cette course-là. Là. On savait qu'on n'avait pas grand-chance. Donc, ça, c'est ce qui complète la première partie de la journée. Donc, c'était la course sprint. Là, on passait plus tard dans la journée. Là, on donne aux pilotes que quelques heures, pilotes, écurie, pour fournir nos derniers réglages, parce qu'après ça, là, on tombe dans le vrai parc fermé, donc le parc fermé qui s'étend jusqu'à la course. On donnait cette petite fenêtre d'opportunité-là aux écuries là, depuis le début de la saison pour modifier si on a fait des erreurs, quoi que ce soit. Euh, Là, la surprise, là, c'est que tu le mentionnais tantôt, que les Ferrari, c'est les voitures c'est l'écurie qui avait apporté pas d'amélioration ainsi que Williams, mais a eu des très bons résultats du côté de la Scuderia. Moi, je me dis, jusqu'à là, je suis pas trop surpris de ça parce que le fait qu'on connaît plus notre voiture, qu'on n'a pas justement sous la main tous ces nouveaux morceaux-là, ces nouvelles données-là à recueillir, on arrive, on a juste une séance d'essai libre, on met le doigt exactement sur ce qu'on a besoin, puis on est plus performant que les autres. Jusqu'à ce côté-là, je me dis, ah, ça tient la route, ça peut arriver, on comprend ça. Mais lorsqu'on arrive en qualification pour le Grand Prix et que là, tout le monde a la chance là, de corriger leur tir, de voir ce peut-être qu'on a moins bien vu avec nos nouvelles améliorations qu'on a sous la main, mais de voir Ferrari est encore bon. Là, ça m'a surpris. Là, j'ai fait comme samedi après-midi, OK, là, Ferrari, il y a quelque chose là-dedans. On n'a pas apporté d'amélioration, mais on est vraiment en train de construire sur ce qu'on a sous la Mhm. main. On a une bonne voiture, puis on continue à développer, à développer à même le matériel qu'on a dessus, là, à apprendre à connaître, à maîtriser la voiture. Donc, toi, tu étais surpris de les voir encore dans la partie quand même en qualification lors de la journée de samedi, samedi après-midi, ou tu les attendais là pareil? Oui, ben, oui, oui et non. Parce que c'est quand même un circuit qui a réussi, je trouve, de mémoire, qui a réussi quand même bien à Ferrari. On n'a peut-être pas gagné des victoires dernièrement. La dernière remonte à Kimi Raikkonen pour les curieux en 2018. Mais c'est un circuit où Ferrari est toujours quand même assez bonne, là. Donc, on signe des bons résultats et tout. Donc, je n'étais pas nécessairement surpris de voir Ferrari bien performer. Est-ce que le resurfaçage de la piste a fait en sorte que, avec leur gomme tendre en qualification, ça a été très encourageant là-dessus? Parce que dans les séances, les Ferrari se sont montrés très véloces, mais on n'a pas réussi à signer la pole. Bon. En fait, cela dit, en plus, avec les non-évolutions, il n'y a pas eu d'évolution qui a été apportée pour Ferrari. Je trouve que ça m'étonnait un petit peu de voir tous les autres apporter des évolutions, mais pas eux. Mais pourtant, ils se sont bien tirés d'affaire dans toute l'équation. Et ça a été finalement, en toute somme, une pole, on va se dire, un peu chanceuse pour un certain Lando Norris. Oui, exactement. On s'attendait à avoir tout un spectacle, un peu comme on avait eu dans la sprint shootout. Et on voyait que ça pouvait aller un peu partout. On avait les Mhm. Mercedes qui pouvaient s'inviter peut-être à la fête. On n'était pas trop Mhm. sûr. Même si Lewis Hamilton, ben, lui, il s'est fait sortir assez rapidement, là. Il Ouais. n'était plus dans l'équation avec une sortie expéditive en Q1. Ça a été une surprise un peu pour tout le monde. C'était Ouais. pas un week-end facile, hein. On disait beaucoup de changements sur la Mercedes. Faut forcer d'admettre maintenant là, que George Russell semble toujours plus rapide à s'adapter à ce qu'on présente de nouveau sur une voiture, à trouver les bons réglages, à trouver où il est capable d'extraire sa performance. Côté d'Hamilton, à tous les fois, ben, ça lui demande une période d'adaptation. Puis là, tout le long du week-end, ça a été pas mal ça, là. Ça n'a pas été super pour lui. Puis là, en qualification, ben oui, on voit ça peut aller un peu partout. En rendu en Q3, Verstappen est toujours probablement un prétendant. Lando Norris, on le sait pas trop finalement. Il fait un temps canon à sa première sortie. Ensuite, sortie de piste de George Russell, drapeau Mhm. rouge, met fin à la séance de qualification. Donc, personne qui aurait eu la chance de se réessayer un deuxième coup sur la tentative de Q3. Donc, Lando Norris, comme tu dis, peut-être un peu par défaut. Le temps était là, il était au tableau. Donc, il signe la pole position 1:32.330 versus 1:32 361, donc c'était très près là devant Verstappen. Ensuite, on a les deux Ferrari, Sainz troisième, Leclerc quatrième, Piastri cinquième. C'est beaucoup mieux. C'est sûr que on va toujours mettre les exigences un peu plus haut quand tu commences à être une écurie qui se bat pour le titre des constructeurs du ton coéquipier premier, tu devrais être deuxième. Je pense qu'il s'est bien repris quand même sur un début de week-end qui était pas parti comme il voulait, là. Oui, mais quand même, Martin, 6 dixièmes d'écart, c'est quand même pas mal. Oui, c'est Je beaucoup. trouve que c'est quand même pas mal dans l'équation, là. Euh,
est-ce qu'il se sentait en confiance par rapport à sa voiture? Parce que on sait que Piastri, c'est un gars qui est très calme, c'est un gars qui est posé, c'est un gars qui a la tête froide et tout. Mais est-ce que sa qualification, sa sprint shootout où il a été éliminé dans le premier tiers, ça l'a pas affecté un peu en voulant se dire, ben, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Là, j'ai remonté. OK, j'ai pas obtenu de points dans la sprint. Là, comme je te dis, c'est rien enlevé au talent d'Oscar Piastri, mais je trouve que 6 dixièmes, je suis un peu figue mi-raisin, comme on dit l'expression. Mhm. Ben, il y a eu de la difficulté à descendre sur la barre des 1,32, hein. Puis là, il Mhm. l'a Ouais. fait de justesse, là. On voit qu'il s'est tenu longtemps dans les 1,33. C'est sûr, là, comme tu dis, la confiance en a peut-être pris un coup. Il voulait absolument garder la voiture entre les lignes, ce qui lui avait coûté cher dans la journée de vendredi. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, 6 dixièmes l'écart quand on la regarde dans la statistique, c'est beaucoup trop grand avec Mhm. un coéquipier. Puis après ça, ben, c'est facile à expliquer pourquoi tu es cinquième, parce que t'as beaucoup de marge, là, t'as beaucoup de viande à Ouais. travailler là-dessus, à Mhm. réduire, puis c'est pas long que tu aurais pu te retrouver dans une bien meilleure position. Ouais. Ok, cinquième pour Piastri. C'était pas la journée des coéquipiers, hein, on peut le dire, Austin, là. À part Ouais. Saints puis Leclerc qui ont vraiment fait le travail tout au long du week-end, le reste, là, il y a toujours une paire là, qui a eu plus de Mhm. difficultés que l'autre. On peut en parler là, quand on regarde Gasly qui réussit à se qualifier septième, c'est toute une qualification. Russell, lui, sixième par rapport à son coéquipier qui est très loin. Gasly, septième, tu pensais que c'était la meilleure amélioration qu'Alpine pouvait emmener, c'est de rendre sa voiture qui ressemble le plus à une McLaren avec les couleurs? C'est aux couleurs de Indiana Jones. Oui, exact. Écoute, quand même, quand même joli. J'ai pas détesté la livrée. Gasly, circuit de Austin, c'est un circuit que je trouve qui performe relativement bien. Mhm. C'est sûr, c'était le fun à voir, de voir Gasly bien performer comme ça, toujours dans le coup. Gasly toujours présent dans cette qualification. Il n'a jamais été en dehors du top 10 dans les trois séances, aucunement à l'extérieur du top 10. Donc, en plus, il y avait des évolutions sur son Alpine, c'était le seul qui les avait. Donc, c'est sûr que ça lui a profité. Donc, bravo. Super travail pour Gasly à ce niveau-là. Ensuite, si je continue un petit peu, ben là, Fernando Alonso, huitième sur l'Aston Martin. Magnussen, neuvième. Et Perez, dixième. 11e pour Tsunoda, Mhm. 12e pour Hülkenberg. Hülkenberg, c'est rare qu'on le voit se qualifier un peu plus loin que Magnussen. Ouais. Magnussen, vraiment un week-end très bien réussi dans l'ensemble. Il sent peut-être que ça pourrait être son dernier, un peu comme Ricardo. Ça se peut qu'il n'ait pas le luxe de se rendre jusqu'à la fin. On peut couper ça avant. Donc, peut-être que ça lui a passé un message. Peut-être qu'il s'est dit, je veux profiter de mes derniers Grands Prix. Puis, si on se rappelle, là, quand Kevin Magnussen était revenu de probablement la fin de sa carrière, au début, on pensait que c'était sa première retraite. Finalement, il est revenu. Il était très bon à ce moment-là. Il était souriant, il était plus reposé, était plus fonceur dans ses manœuvres, mais fonceur de la bonne façon, avec en évitant des morceaux de carbone qui revolent un peu partout, là. Donc à ce moment-là, Magnussen, je trouve que on dirait que c'est lui qu'on a vu au cours du week-end. Ça semblait très, très bien. Une neuvième position, c'est très beau. Perez, ben là, on l'a assez dit. Dixième, je pense que c'était pas mieux non plus là. Onzième, Tsunoda. Douzième, Hülkenberg. Treizième, Ocon. Tu le disais, pas les mêmes améliorations sur sa voiture Alpine, donc il a fait avec ce qu'il pouvait. 13e, 14e pour Stroll, c'est décevant quand on regarde que Fernando Alonso a réussi à apporter sa Aston Martin 8e. Ça aussi, j'ai trouvé que tu étais déçu par Stroll ou t'es rendu que t'as juste hâte que ça se termine pour lui cette saison-là. Je te dirais que sans être méchant, Martin, c'est pas une surprise. Parce que Ouais. ça n'a jamais été le point fort de Lance Stroll, la qualification. Donc, de le voir à cette position-là, malheureusement, je pourrais dire que c'est rendu une habitude et que c'est monnaie courante. Donc, ça n'a rien enlevé au talent de Lance Stroll. On voit ce qu'on a et c'est ça que ça donne. Ça donne une 14e place. Pas sa force de qualification. Puis en plus, quand on arrive sur des tracés où ce que le temps est long, ben, plus Mhm. qu'il est long, plus que ça demande une concentration, une constance pour limiter les erreurs parce que chaque petite erreur sur 20 virages, ben, au cumulatif, ça fait des gros écarts comme qu'on le voit. Donc ça, c'est un autre côté pour évaluer Lance Stroll lorsqu'on regarde comme ça là, des tracés qui sont un peu plus longs, comme ça, qui sont très techniques aussi. À ce moment-là, on a tendance à le perdre là, à travers les autres. Lawson, 15e, ben, il y a une situation derrière ça, c'est qu'il savait qu'il allait
avoir une pénalité. On a changé énormément de composantes sur son moteur. Le cumulatif complet, lorsque j'ai arrêté de compter, j'étais à 60 Mm. places de pénalité sur la Ouais. grille. Bien sûr, on les donne pas au complet, là, parce qu'il y a seulement 19 autres voitures. Donc, c'était pas mal clair qu'il partirait dernier, à moins d'une situation. Cette situation-là, ben, elle est arrivée. Elle est arrivée en fin d'épreuve, on le mentionnait. George Russell qui a pris, qui est allé mettre sa voiture dans la clôture. Puis à ce moment-là, ce que ça l'a engendré, ben oui, un drapeau rouge, mais aussi que on n'a pas été capable de reconstruire la voiture pour le lendemain. Donc à ce moment-là, Lawson, il ne savait pas encore, mais il s'était lancé 19e finalement. Mais c'est pour ça là, que pour lui de pousser un peu plus la voiture, il a surtout servi d'aide à Yuki Tsunoda, mais il a quand même trouvé la façon de prouver un point. Et puis c'est quand il a signé le troisième temps de la séance. Là. Ça, Mhm. ça a été assez impressionnant là, pour un Ouais. gars qui en est seulement à son sixième Grand Prix en Formule 1. Ouais, puis ça a fait une belle carte de visibilité en disant au patron de Red Bull, bonjour, je suis toujours là, je suis toujours présent, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Puis je suis certain qu'avec ça, ben, les Christian Horner, les Helmut Marko de ce monde ne l'ont pas oublié. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce que ce jeune homme-là a réussi à faire en revenant en Formule 1 après avoir raté, ben, ne pas avoir été présent pendant plusieurs Grands Prix. Donc, ça prouve qu'il y a du talent, puis qu'en termes de vitesse, je trouve, lorsqu'on le voit à ce niveau-là, oui, ça reste quand même la Q1, mais il faut le faire. Il faut Non, le faut le faire faire. pareil. Fait, il a fait quelque C'est chose ça. que Perez n'a pas fait pendant la fin de semaine. Mhm. Ne serait-ce que juste un flash comme ça, qu'à un moment où on fait comme, OK, il est là, puis wow, il est rapide, lui, dans sa voiture. Mhm. Gasly a trouvé des façons de le faire dans sa Alpine au cours du week-end. Mais là, Lawson, ça a été sa façon de dire, ben, je suis là. C'est sûr qu'après ça, il savait ce qui l'attendait. Il y avait un nouveau moteur aussi. C'est un avantage qu'on peut aller chercher. Mais cet avantage-là, chez certains, des fois, lorsqu'on a un moteur flambant neuf, on ne voit pas qu'on est capable de soutirer plus de puissance. Là, Lawson, ben, a compris que cette puissance-là, elle était accessible, mais il faut être aussi capable d'aller la chercher et de la contrôler là, en gardant la voiture en piste. Mais Lawson, là, je sais que tu l'apprécies beaucoup. C'est un gars que tu m'as mentionné souvent, bien avant qu'il arrive en F1 ou qu'il ait son audition l'année Mhm. dernière. Puis il va falloir en parler un jour, ça va venir sur le sujet, mais à quel point que le parcours d'avoir passé vers la super Formula, d'avoir choisi d'aller vers le Japon pour rester Mhm. actif, pour continuer de faufiner des techniques, tout ça. J'avais déjà eu des conversations avec Jean-Christophe par rapport à la Super Formula, comme quoi que c'est une formule qui est probablement plus près de la F1, de la F1. Puis les écuries, là, être un agent ou avoir tu sais, être dans les souliers d'Helmut Marko, du docteur Marko, c'est quelque chose que j'envisagerais de vraiment là, sérieusement d'envoyer mes pilotes vers la Super Formula dans certains égards là, plutôt que la F2 de ce qu'on a vu de Lawson est arrivé, moi, je trouve qu'il est arrivé beaucoup plus près. C'est sûr que tu es un petit peu plus vieux, un peu plus mature, mais il a semblé arriver beaucoup plus près que des produits qui arrivaient de la F2, mais ça, c'est mon opinion. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ton côté. Ben, c'est une série bon, je ne suis pas, que je ne regarde pas Elle est plus dure à suivre, assidûment. là, elle est en Oui, Asie, c'est ça, ça. c'est ça. Ouais. Mais quand même, à sa première saison, deuxième, et vraiment par la peau des fesses, là. Vraiment, il était à un cheveu de gagner le championnat. Sinon, si on regarde, après, juste vite, vite, là, Martin, avant ça, c'était en Formule 2 dans la saison 2022, troisième, et ensuite de ça, dans la série DTM, deuxième. Donc, le gars a le talent. Le gars a le talent. Puis moi, je serais pas étonné que s'il réussit à faire une bonne performance encore dans les prochains Grands Prix, parce qu'il ne faut pas oublier que Austin, là, euh, si je me souviens bien, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il n'a jamais roulé là. Il n'a Non, je jamais pense roulé pas. à Austin. En Non, c'est ça. simulateur, hein, c'est Oui, ça. c'est ça. Mais ne pas arriver là, ne pas connaître la piste et réussir à te taper le troisième chrono en Q1, faut le faire. Je ne vais pas te mettre en mauvaise position, Kevin, mais tu Oui, mentionnais qu'il a terminé troisième au championnat de Formule 2. Peux-tu oui. mentionner aux gens, là, moi je les ai, là, mais peux-tu mentionner aux gens c'était contre qui cette année-là? Si tu les as pas, je vais les dire. Là. Mais je pense que tu le sais par cœur. Ben écoute, si je regarde, il y avait un certain Felipe Drugovich, Oui. qui est pilote de réserve d'Aston Martin, Théo Pourchaire, qui est un ancien champion, Logan Sargent, qui, on sait ce qu'il en est devenu, et plus là. Il y a Jack Doohan qui était là, qui va devenir titulaire l'année prochaine. Donc, quand même, pas n'importe qui, là. C'est des gars qui ont eu un succès, c'est des gars qui vont et qui sont en F1. Donc, quand même,
bravo à Lawson d'avoir réussi à tirer son lapin de son chapeau puis à prouver à tout le monde qu'il a sa place en F1. Exactement. Il était dans des bonnes saisons quand même, là. C'est sûr que Sargent n'a pas été un grand pilote de F1, mais quand même été considéré pour se rendre là. Donc, ça veut dire qu'il y avait un certain potentiel que quelqu'un a vu quelque part, là. Mhm. Fait que c'était comme des bons adversaires que Lawson, c'est ce que je voulais prouver avec ce point-là. Et puis Lawson, là, quand on regarde, tu dis, arrive en DTM, première saison, il réussit à pratiquement remporter le championnat. C'est la même chose qui se reproduit en Formule 2, et puis il fait ça aussi en Super Formula. Donc, c'est aussi ce qu'on est capable de lire, c'est qu'il maîtrise vite une voiture. Ça lui prend pas des grandes périodes d'adaptation. Il est capable de se mettre assez à l'aise et de devenir compétitif à côté des autres adversaires. Donc, Lawson, oui, 15e. On va continuer d'en parler. De toute façon, il y a eu une bonne journée dimanche aussi. 16e pour Albon. 17e pour Franco Colapinto, qui continue son apprentissage, continue de nous impressionner, puis continue de faire mieux, même si les standards étaient très, très bas, là, mais continue de faire mieux que M. Sargent, qu'on mentionnait justement juste avant. Bottas pour la 18e position. 19e, Hamilton, pas habitué de voir son nom là, mais c'est arrivé. 20e pour Guan Yu Zhou. Lui, on est habitué de le voir là, par contre. Mhm. Ouais, c'est un peu le bonnet down, si on veut, de la Formule 1 maintenant. C'était serré entre lui et Sargent là, lorsque Sargent était là encore, mais bon, malheureusement pour Joe, ben, c'est sa position là. C'est sûr qu'avec une stack Sauber, c'est pas l'idéal, mais on le voit pas mal souvent, trop souvent en 20e position. En terminant, je sais que c'est peut-être, il reste pas grand temps pour ce bloc-là. Peut-être que le sujet est un peu gros. On avait pas mal fait le tour vendredi. Est-ce que Mhm. les histoires de parc fermé avec Red Bull, puis tout ce qui a entouré le week-end à Austin avant qu'on s'élance vraiment là-dedans, un peu ton opinion versus ça, mais est-ce que aussi la performance de Red Bull au cours du week-end lui a un peu prouvé là, que c'était un peu n'importe quoi, ou un feu de paille comme François et moi, on voulait un peu, on a un peu Mhm. qualifié la chose là, depuis le début du week-end. Ouais, c'est ça. Ben, il y a toujours des techniques pour essayer de déconcerter l'adversaire et tout. On veut toujours tirer profit d'une certaine situation lorsqu'on est un rival et tout. Ça fait partie du jeu et tout. Quand la FIA a fait des inspections, on s'est rendu compte que, OK, non, tout est correct, tout est légal. S'il y avait eu quelque chose, s'il y avait eu problématique, on aurait levé le drapeau et on aurait dit non, ça marche pas. Il pourrait avoir de très grosses conséquences, mais c'était conforme. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dans ce niveau-là. Moi, je faisais confiance à la FIA là-dessus. Donc, il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu là, quand on regardait toute cette situation-là. Il faut prendre le temps d'analyser les choses en profondeur. Ben exactement. En première, nous autres, là, quand on a vu ça au début, c'est sûr que lorsque tu entends parler de mécanismes, puis tout ça, on va tout un peu dans notre imagination, puis on exagère ce qui se passe un peu. Le même François disait, ouais, à première vue, je pensais qu'il y avait une télécommande qui faisait descendre la voiture. Finalement, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien de ça. Que c'était quelque chose qui nécessitait quand même des outils qu'on n'a pas dans le parc fermé. Donc, à ce moment-là, la FIA, c'est pour ça qu'on n'est pas trop nerveux du côté de la Fédération internationale de l'automobile, parce qu'on se dit, si on s'en est fait passer une vite, on est confiant de pas s'en avoir fait passer une vite, puisqu'il y a trop de... Ça fait trop longtemps que c'est sur la voiture, ça fait 3 ans que c'est là. Puis en plus, il aurait fallu qu'on nous en passe une vite à plusieurs autres, à d'autres endroits où ce qu'on le sait que c'est pas arrivé. Donc, avec les inspections, c'est ça, on sait qu'il n'y a pas des mécanos qui ont démanché des pédales. Tu sais, si on avait vu le scénario dire, ah ben là, je viens de comprendre ce que tu faisais à tous les samedis soirs que je te croisais avec les pédales enlevées sur l'auto, mais on n'a pas ce côté-là. Là. On sait plutôt que c'est pas arrivé. Mais c'était de bonne guerre là, du côté de. Tu sais, c'est pas nouveau en F1 là, du côté de Zach Brown et de McLaren. Même c'est sorti des paroles de Christian Horner puis de Frédéric Vasseur aussi. Frédéric Vasseur a dit ben moi, j'ai pas trop envie de perdre du temps à jaser de ça, puis je vais laisser ça à la FIA. Puis Christian Horner a dit ben si vous remarquez, vous allez voir que c'est pas mal juste Zach Brown que ça y tente de discuter de ce sujet-là. Puis c'est encore là, comme on dit, c'est de bonne gage, Zach Brown qui est chez McLaren, qui est un rival direct de Red Bull cette année. Fait qu'en tout cas, je voulais juste savoir ton opinion là-dessus. C'est ce qui conclut notre journée de samedi. Maintenant, on peut passer au Grand Prix qui avait lieu dimanche. Dimanche était le temps d'éteindre les rouges pour une 12e fois pour une série de Formule 1 sur le circuit des Amériques.
comment tu trouves ce circuit-là, Kevin? Aimes-tu ça, le Grand Prix des États-Unis à Austin? On commence à s'habituer avec le temps, hein? Ouais, on commence à s'habituer. C'est une piste qui a plusieurs inspirations. C'est une piste, quand je le regarde, on voit les S rapides, ça nous fait penser à Suzuka ou encore à Silverstone. On a le gauche, le triple gauche de Istanbul, l'ancien circuit de Formule 1 qui a ce virage-là. Donc, on a plusieurs inspirations pour ce circuit-là. Moi, c'est un circuit que j'apprécie Pourquoi personnellement. C'est un pas? circuit que j'apprécie. C'est pas mon préféré, mais je l'apprécie. Ben, pourquoi pas prendre ce qui fonctionne ailleurs puis le transposer sur des circuits Mhm. ben, des circuits plus actuels. Je trouve que c'est une super bonne idée que des gens par le passé là, qui ont sorti des circuits qui ont essayé de réinventer la roue, puis après ça, ben, on se rend compte que ça fonctionne pas bien avec la F1. Je pense qu'il y a un type de tracé là, qui nous donne le résultat qu'on veut. Puis l'enchaînement. Il n'y a pas grand-chose de plus beau là, que de voir les F1 faire cette série de virages-là, ces enchaînements-là où ce qu'on entend les pilotes, puisque c'est très demandant pour eux, extrêmement technique. On a vu beaucoup de pertes de contrôle au cours du week-end, ce qu'on voit pas nécessairement sur d'autres circuits. Je pense qu'il y a le fait que, oui, comme tu l'as mentionné, on a resurfacé quelques endroits du circuit, mais il y a aussi le fait que ça procure ça. Austin fait qu'on pousse les voitures à la limite. C'est ce qu'on veut voir en tant que partisan et on pousse aussi les pilotes à la limite. Donc, on voit plus d'erreurs, plus de possibilités de ces fameuses sorties de piste-là. Euh, En commençant, il y en a qui ont opté des stratégies un peu différentes pour le week-end. On aime toujours ça, voir qui essaie de se démarquer. Je pense que des fois, prendre la décision de changer notre stratégie lorsque ça se présente à nous pour savoir saisir ces opportunités-là. Souvent, ça peut être payant, des fois, ça peut être des erreurs, comme qu'on l'a vu lors du dernier Grand Prix à Singapour avec la stratégie du côté d'Hamilton. Là, on a décidé d'y aller avec les gommes dures. Gommes dures avec Lance Stroll, gomme dure avec Franco Colapinto. Là, on a aussi décidé de les mettre sur la voiture de Lawson, partait Mhm. 19e, donc ça se prêtait bien Mhm. au jeu à ce Mhm. moment-là. Russell partait des puits, on l'a dit, collision en fin d'épreuve, en fin de séance de qualification. Qu'est-ce que ça fait? Ben, on pousse la voiture tellement à la limite qu'on vient de compromettre tout notre week-end de course au complet parce que en qualif, en sprint shootout, il a fait une belle performance, mais rendu dans la shootout, il a brûlé ses pneus au départ, rendu dans la sprint plutôt. Ensuite, il arrive en qualification, il y a un bon temps, on est en Q3, on a ce qu'on veut du côté de Mercedes, puis finalement, il échappe la voiture du côté de George Russell, puis là, ça vient compromettre ta course du dimanche. Est-ce que tu es déçu de voir George Russell commettre des erreurs encore comme ça au stade où il est rendu dans sa carrière? C'est oui, parce que là, tu te dis que ça va être ton pilote numéro un l'année prochaine. Puis là, il faut qu'il y ait un jeune prodige, Andrea Kimi Antonelli, qui arrive. Et là, tu te dis, ben là, il faut que Russell, c'est le vétéran maintenant. C'est plus Lewis Hamilton qui est là, c'est Russell qui est le vétéran, qui est là comme étant le pilote de tête. Je pense honnêtement qu'Antonelli, en tout cas, j'espère que ça va être le cas. Je pense qu'Antonelli va peut-être causer bien des maux de tête à George Russell l'année prochaine. Est-ce que le fait que George Russell fait une erreur, c'est pas la première fois qu'on Mhm. le voit faire ça, Non. moi je reviens toujours à l'étape où George mentionnait, mais avec extrêmement déçu avec ce commentaire-là, qu'on pouvait placer pratiquement n'importe quel pilote de la grille ou la moitié des pilotes de la grille dans une Red Bull et il serait champion du monde. Je Mhm. trouve que c'est un manque de respect, non seulement envers le champion, mais aussi envers le sport, de penser que n'importe qui ou la moitié du peloton peut être des champions. Ça prend juste une voiture. Lorsqu'il fait des choses comme ça, il vient nous remontrer, il vient se montrer à lui-même aussi, parce que clairement, ben, il s'est trompé, là. Que Mhm. d'avoir une bonne voiture, c'est pas juste ça que ça prend, là. Comme là, au cours du week-end, il avait une voiture on croyait même qu'il pouvait la mettre en pôle, puis à la place de la mettre en pôle, ben, il est allé la mettre dans un mur, là. Ça, Mhm. fait que ça montre que t'es pas obligé, c'est pas parce que tu as la voiture la plus vite que tout d'un coup les murs se tassent et les bacs à gravier, tu peux plus les atteindre. Puis là, certains diront, ouais, mais là, faut pas être trop sévère avec Russell. Il a fait une erreur, mais le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, en a fait aussi, là. Fait que, c'est sûr que ça va des deux côtés. Est-ce qu'on attribue ces erreurs-là au pilote ou on peut aussi considérer que c'est la Mercedes qui semblait très difficile à conduire avec toutes ces nouvelles améliorations-là au cours du week-end? As-tu pensé un peu à cette hypothèse-là aussi, dans cette situation-là, ou tu penses que c'est juste des cas isolés du côté de chaque pilote? Ça peut être un cas isolé également, mais ce qui est quand même assez dadon, c'est que les deux pilotes ont sorti au même endroit, Mhm. au même endroit.
Et ça, je ne C'est sais pas si c'est rare. l'arrière qui a été instable tout de suite, qui a décroché. En tout cas, dans le cas de Russell, c'était ça. Hamilton, ça semblait être la même chose et tout. Donc, écoute, c'est peut-être un très drôle d'addon, mais est-ce qu'il y a des évolutions qui ont mal fonctionné? On verra peut-être que, comme je dis, c'est un addon tout bête, mais la question se pose. On a eu de la misère tout au long du week-end. C'est notre plus grosse amélioration de la saison du côté de Mercedes. On joue très gros là-dessus. On a changé beaucoup de morceaux. On avait attendu, là, si on se rappelle, au début de la saison, on demandait pourquoi ils apportent pas des améliorations. On avait souvent la question des auditeurs. Puis du côté de Mm. Mercedes, on nous disait, ah, nous, on en a en banque, mais on veut pas les apporter tout de suite parce qu'on veut vraiment comprendre notre voiture au début. Fait qu'on trouvait que d'apporter des nouveaux morceaux, ça venait un peu gêner là, nos études. Est-ce que c'est ce que ça a fait au cours du Mm. week-end? Est-ce que c'est venu vraiment gêner tout ce qu'on avait construit, Mm. la direction où on s'en allait? Ça a peut-être pas paru au niveau performance, puisqu'on est rendu là, on est rendu qu'on a une bonne voiture du côté de Mercedes. On a corrigé énormément de lacunes, des grosses lacunes qu'on avait depuis le passage à l'effet de sol. Puis là, on se Mm. présente à Austin, on apporte des nouveaux morceaux, puis comme tu dis, sortie de piste au même endroit d'un septuple champion du monde de George Russell que, je le mentionnais, quand même reconnu pour commettre des erreurs de temps en temps, mais c'est des erreurs qu'on ne devrait plus voir rendu à ce stade-là. Ben, ça peut toujours arriver, là, des pilotes qui corrigent jamais ça. On en voit du côté de Charles Leclerc aussi. Sauf que lorsqu'on veut passer à l'autre étape, devenir le leader de l'écurie, le gars sur qui ça repose pour devenir champion du monde, ben c'est sûr qu'on préfère pas voir ça. Mais oui, moi pour moi, du côté de Mercedes, je pense que la voiture était dure à conduire au cours du week-end. Puis Toto Wolff est allé dans ce sens-là aussi. On lui a posé la question là, enfin après la course, puis je l'ai entendu mentionner là, que lui, selon lui, il avait énormément de tort à donner à la voiture. Mm. Ça pour dire, du côté de Mercedes, on avait décidé d'y aller avec des gommes dures sur les deux voitures, tenter de faire quelque chose de différent. Lando Norris qui s'élance de la pole, on le sait, ça a été un de ses défauts. On l'a remis en question tout au cours de la saison là-dessus, de dire qu'il devait faire mieux. Il a corrigé un peu ce problème-là lors du Grand Prix à Singapour. C'était juste un Grand Prix. Là, il se devait de le refaire. Il se devait aussi tenter de remporter deux épreuves consécutives. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas Mm. réussi à faire. Est-ce qu'il allait réussir à le faire au cours du week-end? Ben moi, je considère qu'il a fait une erreur encore au départ. Je sais pas si tu l'as vu de la même façon, sauf que il avait eu une belle démonstration de comment prendre un départ en première place à Austin. C'était un exemple signé Max Verstappen Mm. pas plus tard que la veille. Il avait montré que tu te dois absolument de quitter ton endroit à droite complètement de la piste et t'en aller vers la gauche. Dans le fond, aller couper le chemin à celui qui s'élance de la deuxième place parce que lui, il a un élan direct pour être à l'intérieur dans ce fameux virage spécial-là, là, dans une montée, là, une élévation de 11% qui est très, même à l'œil nu, là, lorsqu'on regarde à la TV, ça rend jamais justice autant là, quand on pense à des circuits comme Spa, Francorchamps, où que la pente en personne est beaucoup plus prononcée que ce qu'on réussit à nous vendre à la télévision. Et à Mm. Austin, je trouve que aussitôt que tu commences, t'as pas besoin d'une grosse explication pour comprendre qu'il y a une méchante pente là. Et même à la TV, on la voit bien. Ben, elle est encore plus grosse que ça en personne. Donc ça, c'est un peu, si c'est pas très orthodoxe comme départ. Puis ce virage-là, François nous l'expliquait dans l'épisode de vendredi, dans votre guide pour le Grand Prix des États-Unis 2024. Puis il nous mentionnait, il dit, et moi, j'en ai souvent vu cinq rentrer dans ce virage-là, mais il n'y en a pas cinq qui sortent de l'autre côté. Donc, Mm. Verstappen avait tout montré ce qu'il fallait faire à Norris. Norris l'a bien appliqué. Il l'a bien appliqué jusqu'à un petit endroit. C'est qu'il a laissé un espace entre la démarcation, là, la ligne blanche, Mm. et l'intérieur du circuit. Donc, un petit espace à droite. Puis, il en fallait pas plus pour que Verstappen décide de prendre cet espace-là et de complètement pousser Lando Norris vers l'extérieur. Il y en a certains qui vont trouver que c'est pas correct de faire ça, c'est pas la bonne manière de le faire, mais c'est la façon dont les pilotes qui gagnent des championnats du monde vont faire. Si vous vous rappelez, en Mm. Chine, euh, Lando Norris avait décidé de garder l'extérieur et de donner l'intérieur à un gars qui s'appelle Lewis Hamilton. Ben, Lewis Hamilton, c'est quoi qu'il a fait? Il a repoussé Lando Norris vers l'extérieur du circuit, l'a poussé il n'y avait plus d'espace. Et puis à ce moment-là, ben, il a Mm. fallu qu'il concède des positions. Puis à ce moment-là, il s'était rendu comme sixième. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, là. Il a dû lever le pied puis s'est ramassé quatrième. Donc, de ce côté-là, pour ma part, il a commis une erreur au départ. Moi, c'est là que je l'ai vu. Est-ce que tu as vu la chose de même façon? Tu penses que c'est plutôt Max Verstappen qui a juste poussé l'équation en mettant sa voiture là? Quand tu fais face à Max Verstappen, tu dois t'attendre à un coup de maître. Hmm. Parce que Verstappen, s'il y a
un trou de souris, il va être capable de positionner sa voiture au bon endroit, au bon moment pour aller réussir à chercher cette position-là. Et ça, Norris aurait dû s'en douter. Parce que c'est pas un recul, Lando Norris. Ça fait longtemps qu'il court contre Max Verstappen, là. Et je trouve qu'il aurait peut-être dû y penser un petit peu plus. Et là, il avait réussi à bien prendre son départ dans la sprint, mais là, il a laissé trop de marge à Verstappen et ça en était fait. Quand j'ai vu Verstappen tout de suite plonger à l'intérieur, je me suis dit, c'est fait. Il l'a tout de suite, il va se déporter vers l'extérieur pour sortir, pour déporter Norris. Ça a pas aidé tant sa cause parce que Leclerc a réussi à passer. Par contre, il a sorti deuxième. Il a ressorti deuxième, donc pour Verstappen, c'était pas si pire, mais Norris a perdu gros dans l'équation. Ouais, exactement. Ça fait partie de l'apprentissage, mais en même temps, on se dit, rendu à ce niveau-là, il devrait le savoir. Ouais. Sinon, c'est juste pas dans ton ADN. Lui, il a coupé l'espace, puis on dirait que le petit plus que ça, il pensait qu'il en avait fait, que c'était suffisant, qu'il en avait fait assez. Là, aussitôt qu'il a comme voulu lever le pied, laisser un peu d'espace, c'est là que Verstappen en a profité. Puis il a dit, ben, moi, je saisis l'intérieur de ce virage-là parce que c'est ce que je veux. Quand je suis parti de ta position, la veille, quand je suis parti de la première position, c'est ce que je suis allé soutirer à George Russell, dans le fond. Je lui ai pris tout l'air possible de ce côté-là et j'ai pris l'intérieur parce que c'est ce que je voulais. Puis là, en tout cas, là, il en a profité. Donc, Lando Norris, erreur en début d'épreuve, c'est ce qui va lui coûter un peu la victoire. Moi, selon moi, ça lui a coûté la victoire parce qu'il avait la voiture pour gagner. On l'a vu à certains moments, puis finalement, ben c'est ça, il n'a pas pu réussir à gagner. Puis Charles Leclerc, lui, il n'en fallait pas plus. Il a eu l'opportunité, parti avec la première position. On sait, les Ferrari, on le mentionnait, à quel point ils sont capables de maîtriser les pneus. J'en avais parlé là dans l'entrée de l'épisode vendredi, de ce qu'on avait vu dans la petite séance de libre, c'est que lorsqu'on mettait les gommes médium sur la Ferrari, ben, on allait pratiquement plus vite qu'avec les gommes tendres. On était capable de maîtriser ces pneus-là. On était capable aussi d'aller mais très vite. Puis, si on l'a vu dans la course sprint aussi, on était capable de se battre entre nous et de quand même aller chercher des adversaires à la fin, même si on n'avait pas décidé d'économiser nos pneus. Donc, on n'a jamais vraiment tombé en mode économie du côté de Ferrari, là. Leclerc s'est poussé. Verstappen, lui, par exemple, c'était pas la même réalité. Il devait protéger ses pneus pour être sûr d'être capable de résister aux attaques qui viendraient plus tard en fin d'épreuve. Donc, pour montrer là, à quel point on a confiance en nos pneus du côté de la Scuderia, ben, on a arrêté Sainz au 22e tour, puis c'est rendu jusqu'à la fin de l'épreuve pareil. Sainz, c'est pas n'importe qui, c'est un excellent gestionnaire aussi. Donc, faut faire confiance aux pilotes aussi quand on établit la stratégie. On connaît les pilotes. Sainz, on sait à quel point il est bon là-dessus. Leclerc commence à être de plus en plus bon, à être meilleur. Là, on l'a vu au cours des dernières courses et tout. Donc, on commence à faire confiance aux pilotes. On se dit, OK, c'est bon, vous pensez quoi de la stratégie? Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de tenir assez longtemps avec ce type de gomme-là sans trop les user? La médium, oui, bon, parfait, OK, on y va comme ça. Il faut saisir l'opportunité. Faire attention de ne pas trop rentrer dans les gommes pour pas trop les abîmer et tout. C'est super important aussi. Et finalement, ben, ça a payé. Ça a payé. Donc, comme tu l'as mentionné, Martin, victoire de Charles Leclerc. Huitième victoire en carrière. C'est autant qu'un certain Daniel Ricciardo qui a quitté la F1 il y a pas si longtemps que ça. D'autres noms, dont Denis Hulmé et Jackie X, qui sont les autres détenteurs de 8 victoires en carrière. Puis c'est le 87e doublé. Ça en fait des doublés chez Ferrari. 87e doublé de l'histoire pour la Scuderia, avec un Carlos Sainz qui finit deuxième pour son 24e podium en carrière. Et Leclerc termine premier, tu le mentionnais. Sainz s'arrête au 22e tour, réussit à Oui. terminer deuxième. Leclerc s'est arrêté au 27e. Lui aussi a réussi à faire coller la stratégie d'un seul arrêt. C'est ce que les écuries ont décidé d'aller pour. On voulait, c'est ce qui vient toujours un peu nuire au spectacle, hein, sur différents grands prix. Celui d'Austin est pareil aussi. Lorsqu'on tombe dans cette fameuse période où que certaines voitures veulent tomber en économie des pneumatiques, ben on sait qu'on joue la stratégie d'un arrêt. Finalement, on a réussi à la faire coller. C'est peut-être venu ternir un peu le spectacle en milieu d'épreuve, mais ça l'a repris, là. Ça l'a repris vers la fin. Je t'emmène au duel Verstappen-Norris. Norris, lui, qui s'est arrêté, on a décidé de repousser les gommes médium jusqu'au maximum. Donc, il est allé jusqu'au 30e tour. Ça donnait 4 tours de gomme plus jeune pour se battre contre notre adversaire direct au championnat, qui est Verstappen par la suite. Donc, Norris fait son arrêt au 30e, commence à
faire fondre les secondes. On avait un écart d'un peu plus de 5 secondes. Ça commence à fondre. Des fois, c'est 6 dixièmes, une seconde autour. Finalement, se retrouve derrière Verstappen. Il reste en masse de tours pour compléter un dépassement. Et finalement, c'est ce qu'on s'est douté, un peu l'avant-goût qu'on avait eu lors de la course de samedi. C'est qu'il manque le petit quelque chose qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça, là, juste avant la pause de 3 semaines à la Mhm. McLaren pour compléter un dépassement aussi facilement sur la voiture de Max Verstappen. Oui, il y a la configuration du circuit, le tracé, toutes ces choses-là, sauf que je pense pas que je m'aventure trop loin de dire qu'il y a quelques semaines, la MCL 38 aurait probablement passé la RB20 à Austin. Ouais. D'accord avec toi. Oui, absolument. Puis c'est sûr que les évolutions de Red Bull ont aidé parce qu'on a apporté des évolutions. Donc, et comme je te disais plus tôt, Martin, aussi, la Red Bull se dégageait. La Red Bull s'enfuait un petit peu plus dans le premier secteur. On voyait que Verstappen réussissait à aller chercher quelques petits dixièmes à gauche, à droite, là, dans les fameux enchaînements et tout, avant d'arriver pour négocier la longue ligne droite arrière du circuit. Et c'est là où il réussissait à maintenir Norris en respect. Mais à un moment donné, avec des gommes plus neuves, ben, c'est normal que Norris a fait la jonction. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, quand j'ai vu le Norris arriver tranquillement vers Verstappen, à un moment donné, je me suis dit, il va finir par se produire quelque chose parce que c'est une lutte pour le titre. Ça, ça peut pas bien se passer tout bonnement comme ça. Il faut qu'il arrive quelque chose. Mais là, finalement, Verstappen, il nous a donné un peu, encore une fois, il nous a démontré tout son talent, là. Je pense que la Mhm, ouais, défensive, là, c'était vraiment quelque chose qu'on peut prendre, mettre dans les catalogues et montrer aux jeunes comment garder ta position de piste. ouais. Toujours comprendre c'est quoi la position avantageuse, même si l'autre a plus de puissance, peut-être plus d'adhérence, ben, tu vas le mettre dans une position où il doit se compromettre, il doit Mhm, forcer quelque chose s'il veut te dépasser. Et puis là, c'est ce qui est arrivé. Là, encore là, ça met la place à la controverse. On donne interprétation du règlement. Il y a toujours des zones grises avec la FIA. Donc, ce qui arrive, c'est qu'après plusieurs tours de compétition où ce qu'on essaie de se disputer la position, eh bien là, Lando Norris peut-être s'impatiente de son côté, mais il doit passer à autre chose, essayer quelque chose de plus. Il essaie d'être un peu mhm, plus téméraire, de vouloir passer vers l'extérieur. Il est aussi rendu beaucoup plus près de la RB20 de mhm, Max Verstappen, donc il peut tenter quelque chose. Puis là, il arrive au point de corde. Il n'a pas tout à fait l'avantage. On l'a revu et revu. mhm, À l'œil nu, là, c'était très dur. On disait, ah, ils ont l'air égal, quoi que ce soit. Quand je suis retourné voir vraiment la version au ralenti, on voit qu'au point de corde, Verstappen a un petit peu l'avantage. Et lorsque Lando Norris complète le dépassement par l'extérieur, ben, il se retrouve à l'extérieur de la piste. Et à ce mhm, moment-là, moi, pour ma part, j'étais pas mal certain qu'il devait redonner la position, sauf qu'il y a toujours ce côté-là qu'on ne sait pas avec la FIA. Toi, de ton mhm. côté, tu l'as vu comment? Est-ce que tu penses qu'il aurait dû redonner la position sur le champ et que McLaren a fait une erreur, dans le fond, là, de ne pas donner la bonne information à Norris, là? Oui, oui. Puis tout simplement pourquoi? Parce que plutôt dans l'épreuve, si je ne me trompe pas, Pierre Gasly a complété un dépassement par l'extérieur, hors des limites de la piste. Je crois que c'était sur Alex Albon. Mhm. Et il a été si je me souviens bien, il a été sanctionné. Euh, Donc, Ocon et sinon, Albon, je ne sais pas si c'est bien le cas ou c'est un autre pilote, mais c'est ça. Je crois que je vois que Gasly qui est sorti des limites de la piste, il en a tiré un avantage. Donc, moi, je trouve que quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai vu Norris à l'extérieur, dépasse Verstappen, gagne l'avantage pour revenir en piste. Je me suis dit, c'est impossible, il faut qu'il redonne la position. ouais, exactement. C'est clair et notamment. À un moment donné, c'est, je comprends que Verstappen a retardé, il est arrivé peut-être un peu vite. Oui, il a sorti de piste, mais normalement, je veux dire, le pilote, normalement, Norris aurait dû savoir, ou même son écurie, son ingénieur, Will Joseph, aurait dû dire, OK, laisse Verstappen passer, tu as encore du temps, reprends-le par la suite, tu as le rythme, tu as des pneus plus frais, lâche pas, tu vas y arriver. On ne l'a pas fait. Et quelques tours après, je me suis dit, ça y est, il va se faire taper sur les doigts, et voilà, pénalité de 5 secondes. En plus, il était à la limite des chances qu'on Oui. donne là, pour quitter les limites de la piste. Finalement, ça a été correct parce que il y avait une certaine tolérance pour le premier virage, qu'on disait qu'on se fiait pas nécessairement aux limites de la piste. Là, il y a eu plusieurs exemples qui sont sortis de dire si on met un bac à gravier au bout de ce virage-là, ben là, les pilotes ont trop d'espace, donc ça donne la créativité à certains de vouloir couper l'air complètement aux autres.
Et puis, les pilotes, ben, ils n'appliquent pas les freins parce qu'ils disent, oh, au pire, si tu me pousses à l'extérieur, ben, je vais continuer puis je vais prendre cette section asphaltée-là pour quand même continuer et pas perdre un si gros avantage. En gros, ça veut dire que si un bac à gravier là, puis Verstappen décide de mettre Lando Norris là, ben, il ira pas. Il va lever le pied avant, il va essayer de repasser à l'arrière de la voiture ou juste le suivre. On n'aurait pas cette situation-là, situation qu'on a eue au Brésil il y a quelques saisons aussi avec Verstappen. Est-ce que tu penses qu'il faudrait changer ça ou c'est juste qu'on applique le règlement de dire celui qui a l'avantage au point de corde a le droit un peu de faire ce qu'il veut dans ce virage-là? C'est son virage, puis c'est ça. En gros, il prend la décision qu'il veut. C'est sûr que la voiture qui est à l'avance, à l'apex, là, au point de corde, do- doit avoir l'avantage. C'est lui, c'est son virage comparativement à son rival qui est à l'arrière ou à l'extérieur tout près, mais il faut que sinon les deux roues, ce qu'on appelle le front axle, si, pardon l'anglicisme, on soit à l'égalité et tout. Mais là, comme tu as dit, Martin, Norris n'était pas tout à fait au niveau de Verstappen. Il n'était pas tout à fait au niveau. Et quand j'ai vu après ça, les deux sont sortis hors des limites de la piste. Norris est revenu en avant. Non, c'est dépassement à l'extérieur des limites de la piste, c'est pénalité. Est-ce qu'un bac à gravier ça aurait pu le dissuader? Probablement oui, mais je trouve que c'est important de respecter le règlement noir sur blanc de la FIA. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le règlement, il est noir sur blanc. Je l'ai déjà vu pas être appliqué, celui-là, dans certains cas, au premier virage, au départ, on ne l'applique pas vraiment. À toutes les fois, je trouve que c'est un peu aberrant. On devrait le garder. On devrait jamais être capable de compléter un dépassement à l'extérieur de la piste. Mm. Du côté de Norris, là, c'était pas au départ. Donc, encore là, le règlement est différent. Un peu, il n'y a pas l'avantage sur le virage. Donc, pour moi aussi, s'il devait y avoir une pénalité, j'ai été surpris que McLaren n'a pas pris la décision de transmettre l'information à Lando Norris sur le champ. On avait encore une fois une décision qu'on a pris un peu sans prendre en considération qu'on a la meilleure voiture et qu'on est capable de faire le travail. On dirait qu'on s'est pas Mm. fait assez confiance. Peut-être que le coup était un peu dur de ce qu'on venait d'assister depuis quelques tours, de voir qu'on était plus capable de dépasser une Red Bull, que Red Bull avait répondu avec la guerre de développement, du moins pour ce qu'on a vu au cours du week-end. Donc peut-être qu'on était un peu étourdi par tout ça, puis on a pris une décision un peu émotive, là, de façon émotionnelle, en disant oh non, si on l'a eu, c'était notre virage. On a un peu construit l'idée que Lando Norris avait à chaud dans sa voiture, mais ça, les pilotes à chaud ont toujours l'impression qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils Mm. pouvaient faire. Ils ne voient pas les autres options comme on a avec les autres angles, puis on n'a pas le temps d'analyser ce que la FIA peut vraiment penser. Donc oui, erreur de ce côté-là. J'ai Jenson Button qui mentionnait dans ses commentaires, puis j'ai trouvé ça intéressant. Il dit Max comprend mieux le règlement et en tire en tire des préférences avec ça, dans le sens que il réussit à aller du bon côté de la carte des juges puisqu'il comprend mieux le règlement. J'ai trouvé ça étrange comme commentaire, mais je pense pas qu'il le fait comme une reproche parce que j'aime bien Jenson Button, puis je trouve qu'il est toujours à point, toujours très neutre dans ses commentaires. Mais ce que j'ai surtout retenu de ça, c'est que c'est pas un peu le travail des pilotes d'apprendre ces règlements-là et de savoir exactement quoi faire avec. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça semble tellement être clair du côté de Verstappen de dire, écoute, moi, si j'ai l'avantage sur le virage, je peux faire ce que je veux. Passe par l'extérieur, passe par là, tu vas être pénalisé si tu me dépasses par là. Puis que d'autres pilotes ont l'air surpris un peu que ça existe. Puis je reviens dans le passé, tu as une bonne mémoire, t'es pas l'historien de la F1 ou F1 Podcast pour n'importe quoi. En 2021, Verstappen perd une position contre Lewis Hamilton parce que Lewis Hamilton avait complètement compris ces règlements-là. Parce que ces règlements-là là, sont discutés, là, pour que les gens sachent, sont discutés par les pilotes, les écuries, dans des rassemblements. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui est appliqué. C'est pour ça qu'il y avait on prenait une certaine pause là, du côté de Lando Norris, qu'on n'allait pas trop loin parce que c'est quelque chose qu'on veut. On dit, tu es à l'intérieur du contrôle, ton virage. Donc, les pilotes sont d'accord avec ça. Puis Hamilton l'avait fait à Verstappen en 2021 à Bahreïn en poussant Max à faire un dépassement, à déborder vers l'extérieur, compléter le dépassement hors piste. On avait dit, tu dois remettre la position. Puis c'était même arrivé sur le circuit qu'on a vu à Austin. Verstappen se l'était fait faire. Il avait perdu un podium. Ça, c'était en course contre Kimi Raikkonen. Est-ce que tu penses que ces situations-là, ben, il y a deux questions à ça. Est-ce que Verstappen est meilleur pour comprendre le règlement? Et puis, est-ce que tu penses que ces situations-là qu'il a vécues, c'est de l'expérience en poche et c'est depuis ce temps-là qu'il comprend exactement ce qu'il doit faire lorsqu'il dispute un virage avec un adversaire? C'est sûr que de l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est sûr et certain. Puis à un moment donné, à force de rouler sur ce circuit,
Puis, admettons, tu analyses les choses. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que les pilotes font, mais mettons, on regarde avec les ingénieurs, avec les stratégistes. On se dit, OK, dans tel virage, tu peux réussir à négocier ce virage-là de telle façon, mais si tu as un adversaire à tes côtés, si tu te positionnes assez bien, tu peux réussir à en tirer bénéfice. Fais attention de bien te positionner dans l'autre virage parce que si tu décales trop, puis l'autre t'écartes vers l'extérieur, ben, tu vas sortir hors piste et tout. Ouais. Puis si tu as l'avantage, il faut que tu redonnes ta position. Donc, il y a plein de choses que les pilotes et que les ingénieurs et les stratégistes analysent ensemble avant un Grand Prix. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Et je trouve que Verstappen l'a compris. Il l'a Ça- compris là-dessus, en tout cas, ce week-end à Austin, il l'a compris. Est-ce que Norris, ça n'a pas été le cas? Peut-être, probablement, mais au final, Verstappen ressort gagnant de ce duel-là avec Norris. Et au championnat, c'est un plus pour Verstappen. Alors, on est rentré dans le championnat à 52 points d'écart, si ma mémoire est bonne. Mhm. On a tellement de. On a fait des calculs à toutes les semaines là-dessus, les possibilités, les jours, mais c'est ça, c'est 52 points. Là, tu me Mhm. disais, de mémoire, il en ressort à 57 points. Donc, 57. c'est vraiment ça, ça fait mal quand on sait que tu nous l'avais expliqué, là, s'il remporte tous les grands prix d'ici la fin de la saison et que Verstappen termine deuxième, ben, il perd le championnat. Donc, c'est encore deux fois plus vrai aujourd'hui lorsqu'il a concédé cet espace-là. Tu mentionnais, oui, Verstappen plaçait sa voiture au bon endroit à chaque moment. Ça, c'est une vidéo, je pense qu'il va être énormément réécouté demain. Les gens, là, si vous avez la chance d'aller voir ça, là, même ceux qui ont peut-être une opinion un peu contraire envers ça, quand même redonner la belle bagarre qu'on a eue, la belle exploit qu'on a eue, autant du côté de Norris, qui tentait toujours de gagner un avantage. Puis Verstappen comprenait exactement, non, moi je me place là, je me place là. C'était pratiquement là, une danse synchronisée qu'on voyait à chaque Mhm. tour, c'était identique où ce qu'il allait positionner sa voiture, que Lando tentait de gagner, faire des petits gains, il n'était pas capable. Le vu en début d'épreuve, Verstappen a dit, tu vas prendre l'extérieur parce que moi, je vais contrôler l'intérieur. Et puis, rendu plus tard dans la course, c'était encore la même histoire de dire, Verstappen dit, moi, je prends l'intérieur et je vais te contrôler. Tu n'auras aucun contrôle en étant à l'extérieur de ma voiture puisque les règlements vont dans ce sens-là et je vais comprendre comment maîtriser l'auto et comment maîtriser toutes les limites du circuit là, pour en sortir le plus de bénéfices. Ça fait partie du jeu et les autres vont s'adapter. J'imagine un jour, là, on va commencer à s'adapter. Les bons pilotes le font. Je le mentionnais, Lewis Hamilton, 2021, ça date pas d'hier. Il faisait déjà cette technique-là de forcer son adversaire vers l'extérieur. Et depuis tous les temps, là, en F1, ça a toujours été la meilleure façon, Mhm. mais avec les règlements qui sont de ce côté-là et qui donnent avantage aux pilotes à l'intérieur et en avant au point de corde, ben, c'est encore plus vrai là, qu'il faut maîtriser ça. Quatrième pour Norris, cinquième pour Piastri, sixième pour George Russell. Ça a été une super belle remontée là, de George Russell. On est Mhm. obligé, et c'est incroyable. Ce qui a fait quand même aujourd'hui pratiquement le pilote de la journée d'être rendu de revenu sixième quand même. Ouais, très, très, très belle performance. J'ai été étonné parce que les pilotes peuvent avoir, oui, ils ont une très bonne confiance, ils ont un très gros ego, mais parfois, ça prend pas grand-chose pour Affecté. te mettre à terre, ouais, puis te détruire. Et Russell aurait pu ne pas se relever automatiquement de l'accident qu'il y a eu en qualification. Mais il en a rien été. Ça a été une super course de sa part. Ouais. Il a été, il a été super. Oui, si je me souviens bien, il y a eu une petite pénalité de 5 secondes pour avoir forcé Bottas à rouler hors piste, mais quand même, partir des puits puis remonter sixième, chapeau. Vraiment très, très belle performance. Mais c'est bon que tu mentionnes cette situation-là, parce qu'il y en a qui l'ont pris et qui ont voulu la comparer un peu à celle de Verstappen, mais Russell voulait gagner le virage, il n'y avait pas l'avantage, donc là, il a forcé il a forcé Bottas à l'extérieur de la piste. Donc, il n'a pas complété son dépassement à l'extérieur, Mhm. mais il a forcé un adversaire à l'extérieur de la piste puisque c'était pas son virage, donc c'est pour ça qu'on Mhm. l'interprétait un peu comme ça. Tu dis, ben oui, belle remontée, pénalité, puis en plus, pour ajouter l'insulte à l'injure dans le clan Perez, ben, il termine devant Perez. Perez Mhm. septième qui termine derrière le gars qui s'était lancé de la ligne des puits. C'est plate à dire, mais c'est quand même ça qui est arrivé au cours du week-end. Ouais. Huitième pour Hülkenberg, neuvième pour Liam Lawson qui marque des points. Euh, très belle course, il y a eu des belles bagarres. Donc, neuvième pour lui. Et parlant de belles bagarres et de belles remontées, et on parlait de stratégie, Lawson, on est allé en gomme dure. Donc, chapeau à Racing Bulls d'y avoir été vers là. C'était Mhm. la bonne chose à faire puisqu'on s'éloigne, on partait de loin. Et Colapinto, même chose en gomme dure, vient marquer des points.
Il y a eu un dépassement, très beau dépassement à l'endroit de Fernando Alonso aussi. Comment tu as trouvé tout Mhm. ça là, pour du côté de Franco Colapinto? Puis 40 tours avec ses gommes dures aussi. Là. C'est comme ça, je pense qu'il a pris environ 40 tours avant d'arrêter, faire sa première arrêt. Ben, c'est une très belle gestion pour un pilote qui a aussi peu d'expérience en Formule 1. Mhm. Faut le faire, puis c'est sa première présence à Austin, ce qui est pas un circuit hyper facile non plus. Euh, Chapeau, vraiment chapeau pour Franco Colapinto. Et encore une fois, chapeau à Lawson d'obtenir des points à sa première course après s'être lancé en fond de grille. Donc, vraiment deux jeunes pilotes qui, je trouve, qui auront un bel avenir en Formule 1. J'espère que Colapinto va réussir à se trouver un volant. Si ce n'est pas l'année prochaine, j'espère pour lui que ce sera 2026 parce qu'avoir les performances qu'il fait, qui nous démontre là, au volant de la Williams, là, je trouve que ce gars-là mérite une chance en Formule 1 pour les prochaines années. Ben, je veux pas partir des rumeurs, mais je pense que Audi, Sauber ouvre la porte à ça. On n'a toujours pas confirmé Bottas, même si c'était Yep. sur toutes les lèvres. Même Bottas a failli le confirmer lui-même qu'il serait de retour. Puis là, le fait qu'on confirme pas la nouvelle, ben, c'est à se demander si on n'est pas en train de, on n'a pas changé d'avis, ou on commence pas à regarder, faire des beaux yeux à un gars comme Colapinto, en tout cas qui lui Mm. en fait au reste des écuries là, en terminant 10e avec une belle performance comme ça. 11e pour Magnussen. C'est de valeur, c'était une belle fin de semaine. Finalement, il y a eu un arrêt au puits de plus que les autres là, qui a été forcé. Il y avait quelque chose, je pense, de coincé dans sa voiture. Je me demandais à un moment donné si c'était pas une crevaison. En tout cas, terminé 11e du côté de Magnussen, 12e pour Gasly. C'est un peu décevant, mais quand même, c'est un bon week-end dans l'ensemble de dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. C'est sûr qu'on espérait finir dans le top 10 pour lui, mais Mm. le destin en a décidé autrement. 13e pour Alonso, s'avoir fait dépasser par Colapinto, voir Lawson terminer devant lui, terminer derrière une Alpine. Pas grand-chose de positif à prendre pour Aston Mm. Martin lorsqu'on regarde ça. Tsunoda, 14e. J'étais très déçu de voir Lawson retourner devant lui. Il a eu du mal un peu à comprendre que c'est lui qui avait mieux fait sa stratégie du côté de Mm. Lawson, mais qu'il avait mieux appliqué, qu'il avait été plus compétitif, plus constant. Donc, Tsunoda, on dirait que ça l'a déconcentré un peu, termine 14e, pas l'idéal. 15e pour Stroll. On va y repasser à Stroll parce que moi, pour moi, en tout cas, si tu as quelque chose à dire, tu iras, mais Stroll, ça a l'air d'être ça, là, la fin du top 5, la fin du peloton pour le restant de l'année, là, à moins qu'il reprenne un peu d'énergie. Il a eu une petite vague Mm. d'énergie au cours de la saison, on l'avait souligné. Là, il semble être retombé plus qu'au neutre. 16e pour Albon, c'était son centième Grand Prix en carrière. Malheureusement, un accrochage Mm. avec Ocon. Puis il termine Mm. bien derrière pour la Pinto, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. 17e Bottas, 18e Ocon, on l'a dit, accrochage avec Albon. Mm. 19e pour Joe, tête à queue, lui tout seul en piste, a perdu le contrôle. Puis ben, Hamilton, c'est lui qui avait fait sortir la voiture de sécurité après seulement un tour et demi, 2 tours, il avait perdu le contrôle de son auto. J'ai fait un petit résumé rapide. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'on a vu aujourd'hui là, dans le reste du peloton, là, dans les voitures que j'ai nommées, là? Je dirais que tu as pas mal fait le tour, Martin. C'est rare qu'on voit une voiture de sécurité sortir aussitôt à Austin. Je Ben, ne me ça souviens faisait pas que. longtemps qu'on l'avait pas vu, par Ouais. exemple. Ben oui, aussi, effectivement. Depuis le Canada, le Grand Prix du Ouais. Canada. Elle avait de la poussière dessus, je sais pas si tu as remarqué, là. Ouais, ouais, tranquillement, pas vite. Là, Elle commençait à mouiller. on les suit vite, vite, là, puis après ça, c'était nickel. Exactement. Et écoute, le dernier sujet que je vais prendre, là, il reste un peu moins de 5 minutes. Mhm. On dit que c'était la première fois depuis Montréal qu'on voyait la voiture de sécurité. Mais c'était aussi la première fois depuis Montréal qu'on voyait un promoteur être convoqué par les commissaires après la course. Donc, Monsieur Dumontier, Bell et compagnie, là, tous ceux qui s'occupent de ce qu'on a ici au Canada, ben, ont été rejoints par leurs collègues de Austin. Le promoteur a été demandé là, pour une invasion sur la piste en fin d'épreuve. Là. Ça veut dire que les voitures avaient pas fini de retraiter vers le parc fermé, qu'on avait déjà des spectateurs impatients qui se promenaient sur le circuit. Les conséquences pour Montréal, ben, si on se retrace à ce qu'il y avait eu en Australie il y a quelques saisons, on a empêché les partisans de se rendre au podium la saison suivante. Montréal risque peut-être d'avoir ça. On reste à voir avec Austin. À Montréal, le promoteur a aussi tiré sa révérence par après. Est-ce que c'était con- complètement lié à cet événement-là? On le saura probablement jamais. Mais ça reste à voir si du côté d'Austin, si les conséquences vont être pareilles. Donc, petite information que je voulais livrer aux gens là, que c'est pas juste à Montréal qu'on contrôle mal nos foules. Le Texas, ça fait pareil. Donc, il nous a copié, même si on a mieux se faire copier dans des plus belles, dans des plus belles accomplissements que ça. Ton pilote du jour, Kevin, en terminant, c'est qui se mérite ce titre-là pour cette semaine?
c'est sûr que je peux pas vraiment passer à côté de George Russell, mais je peux pas passer à côté non plus d'un de mes petits préférés qui est Liam Lawson aussi. Ouais. Après être parti d'aussi loin, revenir en F1 sur un circuit qu'il connaît pas, euh, aller chercher des points. Moi, je vais y aller avec mon cœur, je vais dire Lawson, mais j'ai un très, très beau mot pour George Russell. Écoute, je pense que c'est une des courses où c'était le plus dur de nommer, pour Ouais. ma part, le pilote du jour parce que j'aime, moi, j'aime beaucoup la défensive dans le sport. Comme au hockey, au football, au soccer, n'importe quel sport, j'aime beaucoup la défensive. Donc, de voir Verstappen défendre comme ça sa position quand que c'était pratiquement cuit, on pensait que Norris le dépasserait avec l'écart sur les pneus, finalement, réussi à changer un peu la donne puis défendre sa position. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd en course automobile, mais surtout en F1. C'est pas nécessairement la faute des pilotes, c'est plus que les voitures ne permettent pas de le faire ou les circuits ne permettent pas de le faire, de se défendre sur plusieurs tours comme ça. Donc ça, j'ai bien aimé ça. Performance de Leclerc aussi, saisit l'opportunité, gagne, maîtrise ses pneus, termine quand même à 8 secondes devant son coéquipier. Mhm. Tout ça, j'ai beaucoup de difficultés. Franco Colapinto termine 10e. George Russell, Liam Lawson, comme tu mentionnais. Fait que j'y vais à George Russell pour le retour quand même. Tu t'élances de la ligne des puits puis tu termines devant Sergio Perez, mais des mentions honorables, je pourrais en donner pratiquement à tout le monde qui a terminé l'épreuve. Ça a été, je trouve que, en tout cas, presque tout le monde, c'est bien sûr, Lance Stroll, non. Mais c'est les pilotes qui avaient quelque chose à faire, là, je pense ils l'ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Donc, ouais, un bon week-end dans l'ensemble là, qui aurait pu avoir énormément de pilotes du jour. Donc, Kevin, en terminant, je vais te remercier. Les gens qui veulent se procurer ton livre, toujours disponible, la Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, peuvent communiquer avec nous au F1 Podcast. On a seulement une semaine de pause, même pas. On se reparle, nous, lundi prochain pour le Grand Prix qui aura lieu au Mexique. Toujours intéressant, le Mexique. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-bas. C'est différent d'Austin pour les configurations. Donc, on risque d'avoir, là, les fans sont toujours au rendez-vous. On risque d'avoir un autre bon spectacle là-bas. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Kevin, pour ta contribution au F1 Podcast cette semaine. Ben, ça me fait plaisir, Martin. Au plaisir. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 21 octobre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essai libre du Grand Prix du Mexique. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à nous suivre aussi sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.